Alors bonjour Marie Durand, bonjour Camille Séléguer. On se retrouve ici aujourd'hui dans les Bastions. C'est un lieu un peu emblématique pour la grève des femmes puisque le 14 juin, la grève à Genève a fini ici. Vous êtes les deux membres du collectif Genevois Grève féministe, Grève des femmes et vous étiez en charge du groupe communication. Alors quel est votre sentiment ici aujourd'hui, à une semaine après la grève? Marie. Moi je suis étonnée que ça ait pas fait plouf. Je m'attendais à ce que ça se passe en grandiosité comme ça s'est passé, même beaucoup plus qu'à mes espérances. Mais je m'attendais à ce que ça fasse un petit peu plouf après. Et en fait pas du tout. Donc je suis hyper contente en soi. Et Camille, toi, oui, comment tu te alors, sens? Moi je me sens vraiment très enthousiasmée par ce mouvement. J'ai été extrêmement émue de voir la mobilisation qui a pour moi aussi dépassé mes espérances, puisque aujourd'hui on sait qu'on a été plus de 30 000 femmes à Genève à manifester le soir, mais qu'il y en avait encore des milliers qui se sont mobilisés le matin dans les quartiers et dans les communes. On voit que politiquement les choses bougent, mais j'ai aussi beaucoup de retours très positifs de la part de citoyens qui ont pris conscience de nombreuses discriminations et surtout de l'ampleur de la mobilisation et du nombre de femmes touchées par ces discriminations. Ouais. C'est vrai qu'en plus on dit que c'est pas courant qu'il y ait des manifestations aussi grandes, aussi nombreuses, particulièrement dans le canton de Genève. Qu'est-ce que vous avez observé un peu pendant la manifestation? Quel profil de femmes? Est-ce que vous avez réussi à toucher un peu tous les milieux justement avec votre travail de diffusion, de communication J'ai vraiment l'impression, parce qu'il y avait vraiment, ça allait de à peine savoir marcher avec déjà des panneaux, des t-shirts, des foulards, de tout, au groupe des vieilles dames en colère, je crois qu'elles s'appellent. Des vieilles dames indignes et indignées en lutte pour leur dignité. Oh voilà, c'est le titre complet. Oui. Mais ça touchait tout le monde, mais tout le monde. Il n'y avait pas de profil type particulier. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Moi, ce qui m'a frappée, c'est aussi vraiment cette diversité au niveau des âges, mais aussi au niveau des revendications et puis au niveau des conditions sociales. On a vu des femmes qui avaient des pancartes contre l'excision. Moi, j'en ai vu contre la polygamie, des femmes d'origine étrangère qui étaient là avec des revendications spécifiques. Sur l'exil, ouais. Voilà, on a vu aussi toutes ces femmes qui ont été visibilisées car elles ne pouvaient pas faire grève. Et il y avait leur marraine qui portait la silhouette avec un message de ces femmes-là. Donc on avait vraiment une grande diversité au niveau des femmes. Et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes. Moi, ça m'a beaucoup touchée de voir toutes ces jeunes femmes qui sont finalement peut-être beaucoup plus conscientes de l'importance de militer pour leurs droits que dans ma génération où on vivait aussi le sexisme, où on vivait les discriminations, mais finalement dans un contexte où le féminisme ça restait un peu un gros mot et puis où on n'osait pas tellement, où on n'avait pas les outils non plus intellectuels pour forcément se mobiliser autant. Je suis d'accord avec toi. Ouais, est-ce que vous avez l'impression du coup que cette grève, elle a permis aussi à beaucoup de femmes, jeunes et moins jeunes, de juste prendre conscience, en fait, de se questionner sur quels sont leurs droits en tant que femmes, comment elles se situent, quelle est leur posture? Est-ce qu'il y a eu un phénomène de conscientisation au fur et à mesure? Je pense que cette grève, c'était tout simplement l'occasion d'en parler. Et puis que ce soit entre femmes ou y compris avec des hommes aussi qui agissent énormément sans se rendre compte de rien parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur tape sous les doigts 10 fois par jour. Et du coup, au moins ça, et je pense que c'est le plus grand pas, c'est que ça a fait prendre conscience à beaucoup de monde qu'il y avait quand même finalement beaucoup de problèmes et beaucoup de choses à faire et qu'on pouvait le faire en se mettant ensemble comme on l'a fait ce vendredi dernier. Ouais. Donc ça, je trouve bien. Il y a des partis de droite, notamment, qui ont critiqué un peu votre manifeste en disant que finalement c'était la gauche ou les syndicats qui s'appropriaient la revendication de l'égalité. Finalement, est-ce que c'est un constat que vous faites par rapport aux manifestantes qu'il y avait dans la grève le 14 juin? Je pense pas qu'il y avait que des femmes de gauche dans la manifestation, loin de là. Il y avait aussi beaucoup de citoyennes qui n'étaient pas politisées au sens traditionnel du terme. Il y avait des femmes de droite aussi qui ont manifesté ou qui se définissent comme des femmes plutôt de droite. Alors après, c'est vrai que, ma foi, le manifeste, il a été élaboré par les collectifs, par les femmes qui se sont mobilisées depuis juin dernier au sein de ces collectifs-là. Et c'est vrai qu'on constate que, ma foi, les avancées dans le domaine du droit des femmes ont souvent été amenées par la gauche.
je pense qu'il serait faux de totalement décontextualiser la grève dans l'environnement politique, mais je pense que la mobilisation du 14 juin dernier, elle a montré que vraiment des femmes de tous horizons peuvent se reconnaître dans une des raisons de faire grève. Et on ne demandait pas aux femmes de partager forcément les 19 raisons de faire grève avec nous, mais s'il n'y en avait qu'une dans laquelle elles se sentaient concernées, eh bien elles étaient là avec nous et on est là pour avancer unies. Cette grève du 14 juin, qu'on décrit maintenant comme historique, elle a été portée par des citoyennes comme vous, par des femmes citoyennes engagées, militantes et pas du tout politisées. En tout cas, ce n'est pas la majorité des femmes dans votre collectif. Non, je ne crois pas. Je suis pas sûre, je ne connais pas du tout les proportions. Mais il y a les syndicats, quand même. Il y a beaucoup eu les syndicats, donc là, il y a quand même un aspect politique d'une certaine manière. Après, ça ne pouvait pas partir que du politique, parce que le politique, il ne touche pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que la politique, c'est de la merde, on s'en fout, ça sert à rien. Et donc je pense que si ça avait été que politique, ça n'aurait pas pu avoir le succès que ça a eu de toutes les manières. On a tout un peu débarqué par hasard, par du bouche à oreille, des rencontres comme ça à droite à gauche, parce qu'on avait envie de faire quelque chose, mais c'est difficile de savoir quoi faire et comment le faire dans ce genre de cas. Et puis on a eu cette chance-là, donc je suis ravie d'avoir pu participer à ma toute petite échelle. Mais n'importe qui est ne serait-ce que venu le 14, c'était une participation énorme. Parce que c'est ça qui a du poids finalement. Je vous propose de passer à un sujet un petit peu plus politique. Donc on l'a évoqué, le Conseil des États vient tout juste de se prononcer en faveur d'un congé paternité de 2 semaines. Ça doit encore être validé par le Conseil national. Et en même temps, il y a eu un nombre indicatif qui a été donné pour les femmes dans les entreprises cotées en bourse. Ces 2 événements à 1 semaine après la grève, après le 14 juin. Est-ce que c'est une retombée directe Bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas se cacher ça. Les hasards de calendrier ne feraient pas si bien les choses. C'est complètement impossible. Et par contre, on peut quand même noter qu'il y a 2 semaines qui ont été validées et non pas 4 qui étaient aussi proposées. Donc il faut aller dans le mouvement de la grève, mais pas trop. Il faut montrer qu'on est un peu d'accord, mais que quand même il faut discuter. Parce que ces femmes, elles sont gentilles, mais le 14 juin, il est passé. Donc il y a comme un petit effet d'utilisation de la grève, mais que je pense nous aussi on peut utiliser, vu qu'on rentre en année électorale, pour faire passer des messages que les politiciennes voudront faire passer pour potentiellement se faire élire. Et du coup, je pense qu'il y a un jeu qui va pouvoir s'instaurer entre les collectifs et la politique qui voudront chacun gagner un peu de terrain. Et peut-être que comme ça va débloquer certaines choses. En tout cas, c'est sûr que c'est un effet de la grève. Moi, je ne vois pas les choses autrement. Et vu que vous vous occupiez justement de tout ce qui était relatif à la communication, je vous propose qu'on parle un petit peu de la couverture médiatique. Elle a été assez dense, en tout cas sur la fin, quelques semaines avant le 14 juin. Il y a même des journaux romans qui ont marqué le coup, vraiment, qui ont fait des couvertures violettes, la Tribune de Genève par exemple, Le Temps, qui a vraiment même mis des espaces blancs pour dire attention, là, en fait, c'est des femmes qui auraient dû être là, il y a autant de femmes dans notre rédaction, etc. Vous qui avez travaillé là-dedans, comment vous avez vu cette couverture médiatique dans ce qu'elle a véhiculé de débats Elle a changé d'angle au moins. Ouais. Mais quelques semaines avant, elle a changé d'angle parce que les hommes solidaires ont pris tout l'espace médiatique pendant bien trop longtemps à mon goût. Et avant, c'était la semaine avant, parce qu'il y avait le lundi de Pentecôte où c'était tout le monde en vacances, et puis après, dès le mardi, d'un coup, il s'est passé plein de trucs. Et puis ils devaient le faire. Moi, je l'ai vécu comme ça. On a eu cette impression que pendant les mois qui ont précédé la grève et même les semaines d'avant, il y a eu vraiment cette volonté de créer la polémique. C'est-à-dire que d'abord, on a eu la polémique sur le fait que c'était une grève de gauche, comme on en a déjà parlé. Ensuite, on a eu la polémique de la grève est-elle licite ou pas. Alors on avait des experts qui étaient forcément pas d'accord et évidemment que nous, on savait bien que notre grève était licite. D'ailleurs, le groupe juridique de notre collectif Genevois a publié un excellent document donc sur les droits des femmes dans la grève, où les arguments sur la licéité de la grève sont tous examinés. Je vous encourage à aller le voir sur notre site 14juingenève.ch. Ensuite, on a eu en effet cette fameuse polémique sur les hommes qui auraient été bannis ou qui seraient bannis de la grève. On a même vu des manchettes absolument outrancières
qui disait que les femmes bannissaient les hommes. Donc évidemment que tout ça a créé beaucoup de... C'était faux ça, que les hommes... Absolument, absolument. Les femmes n'ont jamais banni les hommes. Les femmes ont appelé les hommes à être des soutiens et à leur permettre de faire cette grève et d'être au premier plan dans cette grève. Et ça a été très clair dès le départ, mais on n'a pas du tout exclu les hommes. Voilà, il y a vraiment cette peur de la féministe anti-homme, de la menthe religieuse, je ne sais pas à quoi ça fait référence dans l'imaginaire collectif, mais ce n'était pas du tout notre positionnement. Et d'ailleurs, des milliers d'hommes ne s'y sont pas trompés. On a compté environ, à la louche, mais environ 10% d'hommes dans la manifestation du 14 juin, des hommes qui étaient là avec des poussettes, avec les enfants. Mon mari, dont j'étais très heureuse qu'il me soutienne, s'est occupé de notre enfant et puis nous a rejoints lors de la manifestation. Et on avait tout l'arrière du cortège qui était géré par les hommes solidaires qui ont organisé des chars pour que les enfants qui se sentaient fatigués puissent monter dans les chars et quand même suivre le cortège. Donc je pense que c'était vraiment un faux débat et je vois là-dedans plutôt, ma foi, une espèce de tendance de la presse actuelle à chercher le buzz, à chercher à vendre, à avoir ce côté un peu racoleur qui finalement dessert la cause sur le fond parce que les revendications, ils en ont très peu parlé dans les mois qui ont précédé et c'est très dommage. Et comme disait Marie, on a eu l'impression que quelques jours avant, tout d'un coup, ils sentaient bien qu'ils étaient face à un mouvement historique et qu'il fallait qu'ils en soient. Et du coup, ils ont couvert cette grève de manière certainement plus qualitative à ce moment-là. C'était un petit peu tard pour certains, mais d'autres l'ont très bien fait dès le départ et ont eu une qualité d'analyse qui était bonne et qui était approfondie. Mais est-ce que vous pensez justement que la place qui a été donnée en amont au débat sur l'inclusion ou l'exclusion des hommes dans cet événement public, ça a quand même un petit peu éclipsé les revendications de fond des manifestantes et puis de votre collectif? Mais certainement, et puis c'est bien ce qu'on dénonçait, c'est que finalement on a un problème de visibilisation aussi des revendications des femmes dans l'espace public. Et là, sur quoi est-ce qu'on s'est arrêté pendant des jours et des semaines? Sur la place des hommes. Au final, la place des hommes dans cette grève, des femmes, je suis navrée, mais ce n'était pas le point central. Les hommes, c'était clair et on a publié des tracts, n'ont jamais été exclus, étaient appelés à être en soutien. On avait un tract qui s'appelait « Hommes solidaires, que faire ?» que vous trouvez aussi sur notre site 14juingenève.ch. Les hommes qui cherchaient les informations, ils les avaient. Maintenant, ceux qui avaient envie de se positionner contre la grève, ils ont trouvé de l'eau à leur moulin, mais c'est très dommage. Parce que comme vous le dites, ça a éclipsé des revendications qui sont très importantes. On en a un peu parlé, on a quand même un peu parlé de ces femmes, de cette une femme sur 7 qui perd son emploi à l'issue de son congé maternité. On a parlé d'une femme sur 2 qui aurait vécu une forme d'agression sexiste, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. On a parlé de cette femme tous les 15 jours qui meurt sous les coups de son compagnon en Suisse. On a parlé de la différence de 40% dans les rentes entre les femmes et les hommes. On a parlé de beaucoup de choses, mais malheureusement... surface quand même pour beaucoup. Hein. Parce que là, on a beaucoup retenu, maintenant qu'on est après, il y a quand même une grosse couverture sur les femmes ont manifesté pour l'égalité salariale. C'est très résumé à ça, surtout dans la presse étrangère. Les femmes suisses se sont battues pour l'égalité salariale et c'est de loin pas du tout que ça. Bien sûr que ça fait partie des revendications, mais pas du tout que ça. Mais de nouveau, je pense que Camille a raison sur le fait que la presse actuelle, elle cherche le buzz, elle cherche à se faire acheter. Fait que du coup, ils vont sur les points qui titillent et puis qui sont les plus racoleurs, très clairement. Ça en fait parler. Après, il faut savoir qu'il faut aller voir l'information un petit peu plus largement si on veut être bien informé. L'inégalité salariale, elle ne peut pas être niée et puis ça fait longtemps qu'on en parle. Donc finalement, c'est un sujet relativement consensuel. Toutes les femmes de la droite à la gauche il y a des chiffres, vont accepter qu'il y a une inégalité crasse et qu'elle est choquante et qu'il faut y remédier. Maintenant, je pense que
là où nos revendications peuvent être dérangées, c'est vraiment dans la critique de discrimination qui s'inscrivent dans un système patriarcal, un système, il faut le dire, qui est aussi structuré autour du capitalisme libéral, qui accorde plus de poids finalement souvent aux capitaux qu'aux individus et de manière générale, et dans lequel les femmes se retrouvent particulièrement vulnérables. On voit que de nombreux emplois précaires sont quasiment exclusivement féminins. On voit aujourd'hui que le travail domestique n'est pas du tout valorisé, ce qui forcément entraîne par conséquent des rentes plus faibles, puisque le système de cotisation ne prend pas en compte ce travail-là, et ces femmes se retrouvent malheureusement dans des situations de dépendance, souvent vis-à-vis de leur mari. Donc on a, à l'âge de la retraite, je veux dire, donc on a évidemment un regard beaucoup plus large et qui peut finalement gêner, car il remet en cause les fondements de notre société pour beaucoup de choses. C'est vrai que tout dernièrement, il y a eu encore un article sur justement les modalités de la grève, enfin la forme de la grève et pas du tout le fond. On a parlé des photos ont été publiées des femmes qui avaient manifesté seins nus. Et du coup, ça a créé aussi encore un débat et un certain nombre de clics sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure encore ? On oublie le fond des revendications ? Je pense que de nouveau, on est dans une volonté de buzz. Et puis ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que les femmes, lors de cette grève, elles ont aussi manifesté leur puissance, et elles ont aussi pris cet espace pour montrer ce qui d'habitude est invisible. Le téton d'une femme, aujourd'hui dans notre société, il est totalement tabou. On le voit comme quelque chose d'absolument choquant, d'absolument sexuel. Alors moi, je souhaite convaincre personne, mais on peut quand même se poser la question. Je pense qu'on a tous et toutes quasiment tété notre maman à un moment ou un autre. Ça nous choquait pas. Et en grandissant, on nous apprend que le téton d'une femme, le sein d'une femme est choquant et n'a pas sa place dans l'espace public. Par contre, si un homme va les poitrines à l'air à la piscine, ça ne va choquer personne. On voit des hommes qui font leur jogging avec leur t-shirt à la main parce qu'ils ont tout d'un coup un coup de chaud, et ça va très bien. Donc je pense qu'il y avait vraiment cette envie de prendre cet espace pour interroger certaines constructions. C'était pas du tout forcément juste une volonté de provocation. Certains ont assimilé les femmes qui défilaient seins nus à des fémènes. Je pense pas qu'elles-mêmes elles se décrivent comme des fémènes, elles se décrivent simplement comme des femmes qui ont envie de mettre en avant et de visibiliser cette question du corps féminin et de son hypersexualisation, de sa marchandisation. Et là on retombe aussi sur le système patriarcal et capitaliste tel qu'on le vit aujourd'hui, qui utilise le corps de la femme pour vendre tout et n'importe quoi, des clips avec des paroles hyper sexistes, à je sais pas, une moto, à un shampoing, à une machine à laver ou autre, comme on le voit encore régulièrement. Et ça nous pose un problème, parce que ça véhicule vraiment... Mais ça se rapproche d'un autre système encore, comme on disait avant. C'était les hommes solidaires, c'était la laïcité de la grève, ou non. Et puis maintenant, c'est les tétons. Et puis c'est encore un moyen de faire le buzz sur un sujet bien précis, particulier, complètement sorti de son contexte. Et pour se défaire, en fait, finalement, des vraies causes. C'est attaquer sur un petit truc qui va faire vendre, qui au final ne touche pas grand monde. En tout cas, moi personnellement, je ne me sens pas touchée par ça, parce que je trouve ça beaucoup trop réducteur par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé. Il ne faut pas y donner d'importance. Moi, je vois ça comme ça. Parce que ça sert à rien, en fait. Les gens qui critiquent ça, ils seront forcément convaincus qu'un sein est sexuel, point final. Et nous, on est convaincus de l'inverse. Donc après, c'est juste des confrontations d'idées qu'on peut faire évoluer petit à petit. On devrait demander à ces femmes pourquoi elles l'ont fait. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, c'est les spécialistes de l'analyse et de la critique, que sont certains journalistes ou certaines journalistes qui s'approprient cette question-là. On a vu la Tribune de Genève, je le regrette, c'était hier, publier un article où aucune de ces femmes
qui ont défilé seins nus n'a eu la parole lors de cet article, dans cet article, pour donner son point de vue et expliquer pourquoi elle l'a fait. Par contre, on a vu dans cet article des hommes qui étaient issus des plus grandes boîtes de publicité, qui eux donnaient leur avis sur la cohérence au niveau communication de montrer des seins nus ou d'avoir des slogans qui peuvent être perçus comme provocateurs. Je pense que la journaliste qui a écrit cet article, pour moi, il y a une forme de manque de compréhension profonde et je dirais même une forme de manque d'intelligence à vouloir à ce point-là schématiser et caricaturer un positionnement sans même donner la parole à celles qui le portent. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y a une pauvreté d'analyse et puis heureusement tous les médias ne font pas le même positionnement. Mais justement, cette parole qui pourrait être celle des femmes qui défilaient seins nus ou bien même la vôtre, enfin, toute la réflexion que vous avez menée, l'analyse, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a été assez entendue, assez sollicitée? Enfin, je pense qu'on a tous vu les images de la manifestation au pied de la tour de la RTS par rapport à l'émission Infrarouge qui a consacré une émission sur une grève et après quelles sont les mesures concrètes qui seront mises en place, à laquelle votre collectif n'a pas été invité. Quelle est un peu votre analyse aussi de cette que vous avez ressenti en tout cas comme une privation de parole dans l'espace public? Alors en effet, pour revenir sur la question du débat infrarouge, notre collectif, mais nos collectifs, je dirais au niveau roman, puisque là, c'était une émission qui touche toute la Romandie, ont été extrêmement surpris, pour ne pas dire choqués, de ne pas avoir été invités. Donc on a demandé à être parmi les invités, ça je tiens à le préciser, et ça nous a été refusé. On a finalement pu avoir 2 minutes d'antenne au début de l'émission qui ont été où une des coordinatrices romandes, Michela Boloventa, a lu un texte qui avait été rédigé de manière consensuelle avec les collectifs. Mais c'est vrai que de nouveau cette question, alors on était là pour manifester notre mécontentement devant la tour de la RTS ce soir-là, on était d'ailleurs assez nombreux, ça faisait chaud au cœur. Mais je pense que vraiment cette histoire-là est absolument emblématique de ce qui se passe. C'est qu'on considère un mouvement qui a fait plus de 500 000 personnes mobilisées, plus de 500 000 femmes mobilisées en Suisse, qui a inondé les plus grandes villes de Suisse de manifestations jamais vues. Et on considère que ces femmes-là, qui ont travaillé pendant des mois pour organiser cet événement historique, finalement, elles ne sont pas qualifiées, quelque part c'est ça, ou pas compétentes, pour donner leur point de vue sur l'après-grève. Or, nous, on pense que les collectifs doivent, et les citoyennes qui ont porté ce mouvement, sont quand même à mettre en point central de ce qui va se passer après la grève. Certes, bien sûr, comme on l'a dit, les syndicats, les politiciens et politiciennes, les chercheurs en sciences sociales vont aussi s'approprier et transformer les résultats de cette grève en actions concrètes. Mais les femmes qui ont organisé la grève sont évidemment centrales pour porter leurs revendications après la grève dans l'espace public. Parce qu'on ne s'est pas contenté d'organiser le jour même. Bien sûr. C'est là-dessus que c'était complètement réducteur. C'était comme si on avait fait la logistique. Exactement, la logistique. On avait fait les tracts, on avait fait les annonces, on avait fait la demande pour pouvoir manifester dans la rue. Et puis c'était tout. C'est vrai qu'en tout cas le sujet de cette grève et de la revendication d'une égalité vraiment concrète, c'est le sujet en tout cas numéro 1 de cette année, probablement en plus avec les élections fédérales en octobre. La couverture médiatique, elle en a beaucoup aussi fait l'écho. On dit que c'est une couverture qui a été quand même inégalée parce qu'on en a parlé sur tous les médias, dans tous les journaux. Alors après qu'on juge que la couverture était de bonne qualité ou pas. On le disait aussi avant, il y a eu des journaux qui ont vraiment marqué le coup d'une façon éditoriale, qui ont mis des pages en violet, qui ont dit les femmes, un genre vous manque, il n'y a plus de femmes et un journal est dépeuplé. Enfin, c'était quand même des choses fortes. Les médias, ils ne prennent pas position comme ça très souvent. Finalement, les critiques qu'on peut faire, malgré ces critiques, est-ce que c'est pas quand même une couverture médiatique qui a été privilégiée par rapport à d'autres causes, le changement climatique, les assurances maladie, ou d'autres sujets de société aussi importants?
On a eu certes une couverture médiatique très importante en comparaison d'autres causes, mais finalement on a eu une couverture médiatique depuis relativement peu de semaines. Les autres causes, le climat qui est un enjeu extrêmement important et plus qu'important, vraiment vital pour notre société, il était couvert déjà bien avant qu'on s'intéresse à la grève des femmes. Donc je ne pense pas du tout qu'on fait de l'ombre à d'autres sujets d'importance dont d'ailleurs on est absolument solidaire puisqu'on a vu des convergences de lutte entre la grève du climat et la grève des femmes. Mais moi je pense juste qu'on a eu une couverture complètement centralisée sur cette avant-grève parce qu'il n'y en avait pas du tout avant. Et c'est comme si tout ce qu'il n'y avait pas eu avant, pouf, ça s'était tout concentré, condensé avant cette grève. Alors qu'en soi, oui, du coup, ça a donné beaucoup, effectivement. Mais c'était juste le fruit de tout ce qu'il n'y avait pas eu avant. Et du coup, effectivement, j'espère que ça va engendrer qu'il y en aura plus régulièrement. Et effectivement, sans étouffer le reste, ça, c'est vraiment pas le but. Mais plus régulièrement pour après ça, qu'on ait pris conscience que c'est un vrai sujet de société comme tout plein d'autres. Et qu'on n'ait plus besoin du coup qu'il y ait une sorte de tsunami féministe comme ça pour qu'on prenne conscience des choses. Maintenant il a eu lieu, on a pris conscience de beaucoup de choses, en tout cas j'espère. Et du coup il n'y aura plus besoin qu'il y ait ce trop plein d'informations parce que je pense que certains considèrent que c'est un trop plein, même si j'en fais pas partie. Quel est le programme maintenant ? Vous allez continuer encore au sein de ces collectifs ? Est-ce que vous allez créer une association ? L'idée, c'est aussi de continuer à nourrir le débat public, à nourrir le débat politique dans notre pays. Et d'une manière... prendre la place, en fait. C'est ça. Et d'une manière holistique, justement, sans forcément... séparer les combats les uns des autres avec l'inégalité salariale d'un côté, la lutte contre le sexisme de l'autre, contre les violences sexistes de l'autre. Bien sûr que ce sont des problématiques différentes, mais elles doivent être comprises dans un tout, d'un système qui continue à oppresser la femme. C'est pas en une grève que les problèmes se résolvent, loin de là. Ça a mis les problèmes au milieu du débat et puis maintenant il va falloir trouver des solutions. Et puis là-dedans, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas notre mot à dire parce qu'au final, nous, pas en tant que collectif, nous, femmes en général, femmes Astérix, je précise, c'est nous les premières concernées. Donc il n'y a pas de raison que ce soit maintenant des hommes politiciens là-bas en haut, perchés dans la montagne, qui prennent des décisions pour continuer comme ça, ce ne sera pas possible. Donc on va continuer à être attentive à tout ce qui se passe et puis à proposer des tas de choses et puis à se regrouper, puis à occuper cet espace qu'on a commencé à occuper à travers cette grève et qu'on n'a pas du tout l'intention de lâcher. Et je peux vous dire aussi qu'il y a une dimension internationale qui est très importante pour nous. On l'a entendu beaucoup, ce slogan, dans la manifestation « Solidarité avec les femmes du monde entier ». D'ailleurs, c'était vraiment... c'était très fort, voilà, ça nous a tous mis des frissons. Ouais. Est-ce que vous pensez que la Suisse peut être, de ce point de vue-là, un modèle pour l'international, pour le reste du monde ? Tu veux répondre ? Je pense que, bien sûr, tout mouvement de cette ampleur dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas en plus habitué à forcément, où les gens ne sont pas habitués à manifester nécessairement sur la place publique ou dans la rue, on n'a pas une culture de contestation comme certains de nos voisins, ou en tout cas pas aussi forte. Donc bien sûr qu'on peut inspirer d'autres pays. Après on a vu tout autant que nous on est inspiré par d'autres. Voilà, on a été extrêmement inspirés par ce qui s'est passé le 8 mars en Espagne. En Allemagne aussi, hein, c'était assez fort le 8 mars. Donc voilà, on pense qu'on peut inspirer des pays et que d'autres pays nous inspirent et que finalement c'est vraiment ensemble qu'on va créer ce mouvement international qui, on l'espère, va contribuer et va créer un élan contre ce système patriarcal et puis va nourrir ce qui va venir après. Construire la société de demain, c'est pas juste lutter pour lutter et détruire pour détruire, c'est vraiment construire. Déconstruire pour reconstruire finalement. Et construire une véritable égalité où la moitié de l'humanité aura sa place, tout comme toutes les autres minorités dont on est forcément aussi solidaire. Tout à fait. C'est vrai que même de s'approprier l'espace public, de se rendre compte à quel point on est nombreuses, on n'en a pas l'habitude et beaucoup de femmes qui ont dit qu'elles étaient vraiment hyper émues en fait, des femmes de tous les âges. Donc
Voilà, Mais il y a c'était ce notre mot observation. qui a été découvert par beaucoup dans le contexte de cette grève, c'est la sororité. Qui n'existe presque pas à part. Voilà. Et pas dans je ce trouve sens-là. que c'est un des mots qui illustre le mieux ce qui s'est passé et ce qui va continuer de se passer, c'est cette bienveillance qu'il y a entre nous et cette force en fait que ça donne d'être ensemble et de se mettre ensemble et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et ça donne une force et des idées pleines d'étoiles, comme tu dis, qui donnent envie d'aller plus loin parce qu'on se dit on ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. On crée des choses tellement belles, on ne peut pas s'arrêter là, c'est impossible. On a tous besoin d'être investis dans ce qui va venir, toutes et tous, mais voilà, les hommes ne sont évidemment de nouveau, on le dit, pas exclus et ils sont aussi les vecteurs de changement. Moi j'ai 2 petits garçons et j'aimerais bien qu'ils portent aussi cette conscience féministe. Je pense qu'on peut très bien être féministe et avoir des couilles. D'ailleurs, c'est peut-être le sens du mot avoir des couilles. Voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci. Merci beaucoup Marie Durand et Camille Séléguer pour cet entretien pour Jet d'encre.